En fait, c'est mieux avec le micro. Il s'agit d'un règlement donc, local de publicité intercommunale qui portera sur les 27 communes de la communauté de communes du Pays de Gex. Ce règlement local de publicité intercommunale est un outil qui existe déjà sur le territoire, sur à peu près 11 communes du territoire du Pays de Gex. Il vise à préserver la qualité des paysages sur le territoire et il permet d'harmoniser la réglementation de la publicité à l'échelle du Pays de Gex, tout en adaptant aux spécificités des différents territoires qui composent aujourd'hui le Pays de Gex. L'idée, c'est aussi que ce règlement local de publicité puisse éviter qu'on se retrouve le long des axes routiers avec une multitude de panneaux de préenseignes, d'enseignes ou de publicités qui aujourd'hui sont assez disgracieuses au regard des grands paysages et de la qualité du paysage que nous avons sur le territoire. Donc ce soir, vous ai présenté les orientations et les objectifs de ce règlement local de publicité. Il y a déjà eu, depuis le vote par le Conseil communautaire du mois de mai 2017, plusieurs séances de travail avec les élus, donc ces orientations ont déjà évolué. On a également travaillé sur un zonage et un règlement, donc c'est un document qui devrait être arrêté en janvier prochain et qui sera ensuite soumis à l'enquête publique dans le courant de l'année prochaine pour être validé fin 2019. Les orientations de ce règlement local de publicité, elles sont au nombre de 5. La première, elle vise à permettre l'expression publicitaire et la visibilité des activités tout en garantissant la qualité des paysages. C'est d'une part permettre la bonne intégration des dispositifs dans le tissu urbain, ce qui se résume en encadrant le format des enseignes temporaires, et notamment des enseignes immobilières, de réglementer les enseignes pour harmoniser et améliorer la visibilité, notamment harmoniser les typologies d'enseignes et définir des règles d'implantation sur l'ensemble du territoire. Et enfin, il s'agira dans le règlement local de publicité de prévoir également et de laisser la possibilité de faire la promotion du dynamisme des associations de l'animation locale et de laisser des espaces d'expression publique, et notamment les fameuses bâches, où les associations peuvent annoncer leurs événements au rond-point ou à l'entrée des villes. L'orientation numéro 2, c'est améliorer la qualité des zones d'activité, que ce soit des zones commerciales, industrielles et artisanales, avec 3 orientations fortes. La première, c'est harmoniser les dispositifs. On l'a retrouvé dans l'orientation précédente sur la forme, l'aspect de ces dispositifs, de manière aussi à limiter la prolifération des différents dispositifs d'enseigne et de préenseigne sur l'ensemble du territoire. Il s'agira également de promouvoir et de valoriser les dispositifs communs ou uniques comme un élément de repère à l'échelle du territoire et à l'échelle de chaque zone de publicité. Ça signifie qu'il faudra mutualiser les enseignes, harmoniser les enseignes en façade et mettre en place une signalétique d'information locale. J'attire votre attention sur le fait que cette signalétique d'information locale, qui est évolue à l'échelle de la communauté de communes du Pays de Gex, donc pour les 27 communes, a été remis en question dans les premiers débats que nous avons eus entre les élus au sein des comités de pilotage. Et il s'agira de laisser la possibilité à chaque commune d'avoir sa signalétique d'information locale, parce qu'elle a souvent été mise en place déjà dans, je crois, plus des 3/4 des communes du Pays de Gex. Par contre, il s'agira d'adapter dans les zones d'activité la signalétique d'information locale au regard de la compétence qui a été prise par la communauté de communes dans la gestion des zones d'activité. Et enfin, la dernière sous-orientation, c'est de rechercher l'intégration et l'esthétisme des enseignes, en faisant d'une part la promotion de la cohérence des enseignes entre le gabarit, l'implantation et le format, en limitant la densité des enseignes le long des axes de circulation et en veillant à la bonne intégration de l'ensemble de ces dispositifs. Sur l'orientation 3, nous sommes sur le fait d'améliorer l'image des axes principaux et des entrées de bourg, villes et territoires, qui est souvent la première perception que les visiteurs ont du territoire du Pays de Gex quand ils entrent en France. C'est pareil, cette orientation contient 3 sous-actions. D'une part, préserver les vues sur les éléments d'intérêt paysager et patrimoniaux le long des axes, donc en interdisant l'implantation de publicités et de préenseignes le long des axes qui sont situés hors agglomération, de privilégier des hauteurs faibles pour les enseignes qui sont disposées au sol, de réguler la densité des dispositifs sur les axes majeurs, en favorisant d'une part les mâts communs, qui permettront de réduire l'impression de surdensité et la dispersion spatiale de l'ensemble des dispositifs publicitaires,
de privilégier une implantation murale pour des enseignes pour libérer de l'espace dans les champs visuels et d'harmoniser et d'améliorer la typologie, l'implantation et la qualité esthétique des différentes enseignes. Et enfin, il s'agira de préserver le cadre de vie des zones à vocation résidentielle en limitant les dispositifs au sol et en encadrant la superficie. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités libérales ou de petites activités professionnelles, économiques qui se font dans des zones qui sont des zones pavillonnaires. Donc il s'agira d'éviter qu'on voit fleurir des panneaux d'enseigne ou de préenseigne et de publicité dans ces secteurs. L'orientation 4, qui est valoriser la qualité paysagère, architecturale et esthétique des villes et notamment des centres-bourgs. Elle vise d'une part à encadrer la publicité pour limiter ses impacts sur le patrimoine et l'architecture des bourgs, notamment en créant une harmonie esthétique, en encadrant l'implantation, la typologie, la taille, la saillie et la forme des dispositifs, en homogénéisant les enseignes des commerçants qui sont apposés en façade, notamment dans les secteurs patrimoniaux, je pense notamment au centre-ville de Gex, en interdisant et en limitant les publicités dans les centres-villes, à l'exception de peut-être des chevalets, et de réglementer l'implantation des enseignes lumineuses, sans pour autant fermer toutes les portes aux futures évolutions technologiques qui permettraient d'avoir des enseignes lumineuses dans des secteurs de centre-ville. Et enfin, il s'agira de mettre en place un dispositif commun, donc c'était la CIL, la signalétique d'information locale. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, étant donné que ce n'est pas une orientation qui a été retravaillée dans le cadre des travaux qui se sont faits depuis mai 2017. Et enfin, l'orientation numéro 5, c'est de porter une attention particulière aux secteurs en enjeu du territoire qui présentent un besoin d'affichage, notamment en permettant une dérogation au régime publicitaire qui est présent au sein des communes qui sont membres du parc naturel régional, sans pour autant compromettre l'intérêt patrimonial, paysager et naturel du secteur. Il s'agira de mettre en place des dispositifs spécifiques qui permettent de signaler notamment les secteurs touristiques. On parle des secteurs des Monts Jura, on parle de Fort-l'Écluse, on parle de Divonne et on parle du château de Voltaire. Il s'agira également d'assurer la visibilité des activités touristiques situées hors agglomération, en permettant d'avoir des dispositifs qui signalent ces équipements touristiques, et enfin d'encadrer l'implantation des dispositifs, de l'ensemble de ces dispositifs pour ne pas compromettre l'identité des paysages et des sites touristiques en question. Voilà très brièvement brossé les 5 orientations. Je vous remets ici le principe du calendrier, en signalant qu'il y a un petit décalage parce que l'arrêt du règlement local de publicité intercommunale se fera plutôt en janvier 2019. Donc ça décalera d'autant l'approbation de ce règlement. Et je crois que j'ai fait le tour. Pour être tout à fait complet, on a également rencontré à plusieurs reprises des acteurs économiques qui sont présents sur le territoire pour leur présenter ce règlement qui va les impacter en premier lieu. Et nous avons une nouvelle réunion qui est prévue avec eux au mois de novembre. Très bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Di Stefano. Tout d'abord, est-ce qu'il serait possible d'avoir les slides? Oui, mais je crois qu'elles étaient jointes à la convocation du Conseil. Oui. Je crois. Oui, oui. Oui. Okay. En étant égoïste et en parlant de Divonne-les-Bains, est-ce que ça veut dire que la partie de la douane de Chavannes à la douane de Divonne-les-Bains, toute cette partie-là, Divonne-les-Bains pourra faire ce qu'il veut au niveau des informations publicitaires? C'est-à-dire est-ce que, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment pas très beau, c'est fait n'importe comment. Est-ce que demain la commune peut dire j'enlève tout, je mets rien, ou je mets que 2 panneaux, etc. En fait, la commune fera respecter le règlement, et c'est des secteurs, je crois, qui sont situés hors agglomération, et donc du coup, il y a une partie de la signalétique qui pourra être enlevée. Notre idée, c'est de pouvoir préserver ces axes, justement, notamment dans l'entrée de ville de Divonne, sur lesquels on se trouve des panneaux de préenseigne dans un sens et dans l'autre, qui n'ont rien à faire là. Bertrand pourra peut-être compléter, parce que le règlement a été travaillé avec la commission en partie. On est tous d'accord pour dire qu'effectivement ces publicités ou préenseignes en entrée de ville ne sont pas en accord avec les investissements qui ont été faits notamment sur l'avenue de Genève, ou de l'autre côté, quand on arrive route de Gex, également il y a un certain nombre de panneaux qui gâchent un peu le panorama.
J'ai participé à un certain nombre de réunions sur le RLPI. Il y a eu, c'est un peu symptomatique du fonctionnement parfois de la CCPG. Beaucoup de réunions avec des comités de pilotage, etc. Et puis on sort un règlement qui est un très beau règlement. Moi je suis très content. Ça va donner des outils aux maires. Sauf que par exemple les publicités entre les douanes ou à l'entrée de Yvonne, elles sont déjà interdites par le règlement national de publicité. Le maire pourrait déjà interdire les publicités à cet endroit-là, alors qu'on en voit toujours fleurir. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait un tel laxisme dans l'application du règlement de publicité. Si on passe des heures à faire des règlements de publicité, mais qu'après le devoir de police du maire n'est pas exécuté, ça ne sert à rien de faire des règlements, ça ne sert à rien de voter ces textes. Alors, je peux vous répondre sur la partie règlement, parce que c'est le règlement, le futur règlement, qui va beaucoup plus dans le détail que le règlement national qui peut s'appliquer aujourd'hui. Il sera en vigueur qu'à partir du mois de... Enfin, à partir de fin 2019, à peu près. Et aujourd'hui, et ça sera le même principe, c'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui vote le règlement, et c'est ensuite le maire qui garde son pouvoir de police sur le fait de faire respecter le règlement, et je crois que les entreprises ont 2 ans et 6 ans pour se mettre en conformité au niveau des préenseignes, des enseignes et des mesures de publicité. Il y a un cas d'autre intervention. Non mais vous ne répondez pas sur le fond, monsieur le maire, je suis désolé, parce qu'on vote un règlement qui va beaucoup plus dans le détail, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui il y a des outils qui permettent d'interdire les publicités dans les endroits les plus sensibles, parce qu'après qu'en centre-ville on ait des préenseignes à certains endroits, pas implantées au sol mais en hauteur, mais notamment sur les entrées de ville, on laisse fleurir les panneaux publicitaires. Aujourd'hui c'est un devoir de la commune d'empêcher ces publicités qui gâchent le paysage. On m'a toujours dit qu'on n'avait pas le droit de les enlever. À présent, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me donner, mais on n'avait pas le droit de les enlever. En tout cas, celles qui sont à l'entrée à l'ouest de Chavannes, interdites, et celles qui sont dans les centres de Gex, qui sont épouvantables, interdites aussi. Voilà, donc on va regarder la question. Mais... Qu'est-ce qui est interdit? C'est clairement interdit dans le règlement national de publicité d'implanter des enseignes hors agglomération. Non. Non. Si? Non. Monsieur le maire, j'ai les documents, parce que j'ai révisé avant de venir en conseil Vous municipal. avez des exceptions quand vous êtes sur des terrains privés, ça pose des problèmes. Non, tant que c'est visible une voie publique. Sur les panneaux qui sont à la descente de Gex, on avait fait intervenir à l'époque la gendarmerie et ça avait échoué. Ouais. Les textes, on les a, et ça a été confirmé par les services de la CCPG en travaillant sur le RLPI, ils ont confirmé qu'aujourd'hui on pourrait déjà faire retirer un certain nombre de panneaux sur les À axes. l'époque, ça avait échoué. Donc plainte à la gendarmerie pour les faire enlever, notamment celle du casino, on avait échoué. Donc, parce qu'il s'agissait de celle du casino, mais moi je vous parle de celle de l'entrée de ville. on va regarder la question. Et celles qui sont à gauche sur le terrain qui appartiennent autant qu'ils m'en souviennent à la Société Pélichette, puis à la de Chavannes, pareil, on avait échoué. On avait fait un tour à Guignel-Masson, on a repéré tous les panneaux sur lesquels on voulait qu'ils soient ôtés, on n'y est jamais parvenu. Il me semble qu'il y a un certain nombre de maires de la communauté de communes qui ont déjà pris des mesures assez sévères sur les publicités le long des axes routiers et qui ont réussi à faire supprimer les panneaux. Vous avez peut-être raison, mais quand on voit le pays de Gex, c'est pas particulièrement apparent, monsieur Augustin. À raison de plus pour qu'Yvonne on soit exemplaire, dans la mesure où on se veut une commune différente de ce qui se fait de mal dans le pays de Gex. Et quand on met 4 millions d'euros dans l'entrée de ville côté avenue de Genève et qu'on voit des panneaux publicitaires fleurir, je peux quand même m'en offusquer. Bien, monsieur Augustin, on ne peut pas enlever ceux qui sont sur la gauche à l'entrée. On a essayé, on ne peut pas. Au même titre qu'on ne peut pas enlever ceux du département et ceux de la région. C'est le département et la région qui ont le droit de le faire. Donc, clairement, je les enlèverai. Et parce qu'il y a une évidence. Quand vous rentrez à Divonne, vous rentrez en France, vous rentrez dans la plus belle ville de France, donc il n'y a pas besoin de le dire. Au même titre, je vous le signale que quand on met des panneaux, le carrossier à 500 mètres, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Sauf s'il y a un accident tout de suite. Si vous voulez. C'est comme si vous mettez cimetière, ça ne sert pas à tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur Augustin. C'est des trucs absolument impensables. Impensables. C'est un système, je vais vous dire pourquoi ça tient. C'est que vous avez un lobbying des afficheurs qui est en France absolument exorbitant. Et c'est pour ça qu'on continue à mettre des panneaux. Mais ils ne servent à rien. Ça le drame. Mais on va regarder la question que vous posez. Moi, il y a 4 sujets. Il faut enlever les panneaux un maximum. Voilà. Donc, la règle générale à Divonne, c'est qu'on en enlève un maximum. La deuxième, c'est qu'on les enlève sur le privé et sur le public, mais aussi sur le privé. Ça, la troisième, c'est qu'on tienne compte de la particularité et de la spécificité divonnaise. Vous l'avez dit, il faut qu'il y ait une harmonisation entre les panneaux indicateurs et les panneaux promotionnels, les panneaux publicitaires. Ça donne un peu de cohérence. Et le dernier point, c'est qu'on ne fait jamais aucune exception. Voilà.
je note votre volonté d'harmonisation. On parlait, enfin Vincent Scatolin parlait de la signalétique d'information locale, qui ne dépendra pas du RLPI, mais directement de chacune des communes. À Divonne, on a eu la joie de voir fleurir un nouveau type de signalétique locale, avec des panneaux marrons, alors qu'historiquement, il y avait des panneaux bleus qui indiquent centre-ville à 3 minutes, on ne sait pas où est le centre-ville à Divonne, parking à 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'on a deux types de signalétique d'information locale? Vincent Scatolin. On avait mis en place au dernier mandat une signalétique verte et bleue de mémoire qui signalait les parkings des restaurants. Et là, on a décidé d'avoir un autre choix mais sur le site à l'entrée des parkings pour signaler les stationnements et notamment le centre-ville à pied, ce qui a permis de rappeler qu'il y avait des places de stationnement à proximité de l'esplanade et de la plage, notamment le jour du marché. Parce qu'on avait un problème de saturation de l'espace du parking dans le centre-ville ces jours-là, et je crois que ça fonctionne plutôt bien. Donc oui, ce ne sont pas les mêmes panneaux avec la même couleur que ceux qui avaient initialement été mis notamment en centre-ville, mais l'effet signalétique fonctionne. L'effet signalétique, l'effet esthétique, c'est moins certain. Vous regarderez à Mulzac devant la piscine, vous avez des panneaux bleu-vert, des panneaux marrons, vous avez en plus les barrières pour indiquer les parkings avec des signalétiques temporaires. C'est quand même... Enfin, on pourrait faire mieux à Divonne. Si on veut se différencier un peu du reste du pays de Gex, on peut vraiment faire mieux. Le problème, Vincent, c'est que souvent vous achetez une année, vous achetez des barrières, puis quand vous achetez les panneaux, il n'y a plus de modèle de barrière. Ça fait l'éclairage public. Qui est-ce qui grésille comme ça? C'est un peu comme l'éclairage public. Souvent sur l'éclairage public, on nous dit mais ça devrait être mieux harmonisé. Oui, vous avez raison, mais il faudrait tout changer d'un coup. Et là-dessus, on a souvent cette difficulté-là. Très bien, mais on va regarder ça de très très près sous l'autorité de Vincent Scatolin. Pas d'autres observations? Une observation. Une question, plutôt. Quel est ce règlement? Il encadre un certain marché publicitaire sur PayJex. Quel est le montant qui est en jeu? C'est un marché publicitaire public et marché publicitaire privé. Public, est-ce qu'il y a des recettes en fait, faites par la communauté du PayJex et privé de quel marché parle-t-on en fait? En fait, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de taxe qui sera mise en place par la communauté de communes par rapport à ces panneaux. Et ensuite, sur les entreprises, je crois qu'il y a 8 grosses entreprises sur le territoire ou qui agissent sur le territoire. Alors, je n'ai pas exactement le montant des investissements qui sont réalisés sur l'ensemble du territoire. Je pourrais te donner les chiffres parce qu'on les rencontre régulièrement là-dessus. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment les recettes, par exemple, aujourd'hui, location du domaine public, ou alors un privé aujourd'hui qui loue un emplacement. Quels sont le montant global totalisé sur ce marché pour voir ce que ça représente? Je pourrais te donner des exemples, mais je peux en tête. Moi, je voulais savoir, Vincent, tu as dit qu'il y avait une concertation avec les acteurs économiques, ce qui est normal à mon sens. Quelle a été leur perception, par exemple, ou leurs commentaires sur Divonne? Parce que d'un côté, je ne suis pas commerçant, mais quand on veut développer une activité économique et qu'on réglemente beaucoup la publicité qu'on nous interdit de faire, globalement, la perception, c'est de la compréhension ou c'est... Je crois qu'ils accompagnent plutôt la démarche. Je n'ai pas ressenti en fait une crainte des représentants des commerçants divonnais. On a fait une réunion publique à Divonne, ils étaient présents. Ils ont posé des questions très concrètes pour savoir s'ils pouvaient avoir connaissance avant le vote du règlement, parce que certains avaient prévu de changer leurs enseignes et préenseignes pour s'adapter. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment une crainte. C'est plutôt un accompagnement. On a plutôt eu des critiques ou des remarques de la part des entreprises qui fournissent des panneaux. Parce qu'on a notamment, je crois qu'il y a 8 panneaux 4x3 sur l'ensemble du territoire qui, dans notre règlement actuel, sont appelés à disparaître. Donc c'est des recettes pour eux qui vont disparaître également. On a eu des débats sur des enseignes existantes depuis longtemps dans d'autres secteurs que Divonne. Donc globalement, pour ce qui concerne Divonne, ça s'est plutôt bien passé. Il faut savoir que ça mobilise quand même très peu les réunions qu'on a avec les acteurs économiques. La première réunion sur, je pense, 100 invitations, on a dû avoir 10 réponses. Et sur les 10 réponses, il y avait 8 entreprises qui implantent des panneaux sur le territoire et un représentant d'union commerciale. La deuxième réunion publique que nous avons fait, je crois qu'on a envoyé 500 invitations papier et il y avait 40 personnes. Donc c'est pas un sujet qui passionne.
Donc c'est pour ça qu'on va retourner vers les unions commerciales, vers les entreprises, pour réexpliquer encore le règlement, parce qu'on sait que les réactions elles vont arriver au moment où le règlement va être voté et où il va devenir d'application. Et est-ce que on va dire, les voitures qui servent de panneaux publicitaires ambulants, vous allez aussi le mettre dans votre règlement? Je crois qu'il y a quelque chose de prévu dans le règlement. Très bien, pas d'autres questions? Si je peux répondre sur la première question d'Anne Valérie, je crois qu'il y a une sensibilité, y compris dans la commission aménagement du territoire de Divonne, sur les problèmes économiques, sur l'intérêt qu'on a à maintenir l'économie à Divonne, à permettre d'avoir des préenseignes qui indiquent tel restaurant. Peut-être qu'indiquer le pleurossier, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, indiquer le restaurant, ça permet quand même de donner de la visibilité à certains emplacements peu exposés. Et donc, c'est des choses qui ont été prises en compte. On a tenu compte notamment des zones touristiques dans Divonne. Donc ça fait partie, en tout cas, de ce que nous, on a voulu porter dans ce règlement. On a même mis en place un zonage spécifique pour les villes touristiques. Parfait. Donc tout le monde est satisfait, en fait. C'est très bien. Deuxième présentation, c'est l'Office du tourisme. Vous avez la parole, M. Tochich. Vous vous installez en face, à la place de Mme Limon. Voilà, monsieur le directeur, dites-nous comment ça s'est passé cette saison touristique. Vous avez des projections? Très bien. Eh bien, monsieur le maire, la saison, on peut le dire, même si elle n'est pas totalement terminée, puisque la saison thermale dure encore quelques semaines, mais l'essentiel est joué. On peut dire que la saison a été globalement à l'équilibre. Ce qui est intéressant, donc, puisqu'on est à l'équilibre par rapport à une année N-1 qui était globalement positive. Bon, bien évidemment, tout ça c'est global, donc, avec des différences. La tendance nationale qui nous a touché également, c'est une baisse de la fréquentation en juillet, ou une fluctuation en tout cas avec la Coupe du Monde. On a noté, certains de nos hôteliers ont noté un redécollage dès le lendemain de la finale. Donc début juillet a été plutôt ralenti à Divonne, mais aussi dans le département, la région et au national en général. Et août a permis à l'hôtellerie de résister. C'est un très bon mois d'août qui nous permet de retomber sur nos pieds. Donc, certains hôteliers n'ont pas forcément la même analyse, puisque certains ont une clientèle solide à cette époque-là, d'autres ont une clientèle étrangère qui n'est pas du tout touchée par la Coupe du Monde. Je pense notamment aux résidences hôtelières qui sont fréquentées par le Moyen-Orient, la clientèle du Moyen-Orient en été, et qui sont restées remplies en juillet également. Autre tendance qui a été relevée sur certains de nos hôtels, une légère baisse de la fréquentation des clientèles âgées sur l'été, en lien avec les fortes chaleurs essentiellement enregistrées en juillet et août. Donc il y a eu moins de déplacements des personnes âgées en tout cas en France, sur ces périodes. Donc, bien entendu, les chiffres diffèrent un peu selon les hôtels et les positionnements. Un autre sujet intéressant, c'est la base de clientèle solide de certaines petites structures qui leur a permis de se maintenir. On fidélise bien à Divonne. Les gens qui viennent ont envie de revenir, ce qui est très positif. Par origine géographique maintenant, bon, au niveau des clientèles étrangères, en dehors de la Suisse bien entendu très présente, on note le maintien assez solide des clientèles anglophones, au Royaume-Uni notamment, mais également germanophones. Et puis, tout de suite ensuite, la clientèle du Moyen-Orient, qui contribue, on le rappelle, à maintenir un fort taux d'occupation dans les grosses structures, et donc qui renforce vraiment notre été, en fonction d'une année sur l'autre, bien entendu, du positionnement du Ramadan sur le calendrier. Et puis, j'espère également qu'il bénéficie du travail de promotion qu'on a engagé il y a 4 ans. Une petite tendance également, mais qui n'est pas nouvelle, on peut souligner la présence de clientèle d'Europe de l'Est et d'Italie, mais on est là sur des personnes qui travaillent sur les chantiers, donc des ouvriers en général qui travaillent sur les chantiers divonnais. Petite tendance que je rappellerai tout à l'heure, on note l'apparition relativement significative de clientèle venue d'Espagne sur certaines structures, ce qui est totalement nouveau, ce qui n'est pas extrêmement logique compte tenu de notre positionnement géographique. On était plutôt exclus de cette clientèle-là, et ça fonctionne, ça commence à accrocher. Pour ce qui est du tourisme d'affaires, il est resté fort en 2018, avec une nouveauté quand même, une plus grande variété d'entreprises. On a plus d'entreprises, donc peut-être des groupes un peu moins grands, qui restent peut-être un peu moins longtemps, mais plus d'entreprises
ce qui est intéressant puisque ça permet de diminuer un petit peu les risques pour nos hôteliers. À noter que l'Office de tourisme sur ce sujet-là a rejoint le réseau Un Business en 2018 pour continuer à promouvoir le tourisme d'affaires. Et je voudrais rappeler ce soir, le tourisme d'affaires, c'est la première clientèle divonaise. On parle ici de 80% des nuitées sur Divonne. Sachant qu'on n'est pas très loin de 300 000 nuitées, ça représente un très très gros chiffre. Donc le tourisme d'affaires continue à bien fonctionner. Voilà globalement pour l'hôtellerie. Pour le thermalisme, donc la saison thermale, comme je disais, n'est pas terminée, mais novembre est plutôt un mois faible. Donc, sauf accident industriel, on peut considérer que 2018 sera la meilleure saison depuis assez longtemps, depuis quasiment 8 ans. Bon, la raison, c'est essentiellement le lancement de l'indication rhumatologie. Les thermes m'ont annoncé pouvoir atterrir environ à 1400 curistes cette année, soit 40% plus que l'année dernière. Je rappelle quand même qu'à la même période l'année dernière, l'objectif était plutôt d'atteindre 950 curistes. On arrive à 1400. Donc c'est au-dessus de ce qu'on avait anticipé en réunion CLTH il y a un an. Donc cette hausse a bien entendu impacté positivement l'hôtellerie, notamment les petites structures, aussi bien hébergement privé que petite hôtellerie qui fonctionne énormément avec les curistes. Pour ce qui est du centre nautique, la fréquentation est en nette hausse. On est environ à 16 000 visiteurs de plus, un chiffre à mettre en parallèle avec la météo favorable qu'on a eu cet été, et puis la fermeture de la piscine de Ferney, et donc du report de clientèle qu'on a eu sur Divonne. Par rapport à l'office de tourisme, nous sommes sur les bases de l'an passé, donc environ 26 000 personnes à l'accueil. La fin d'année nous permettra d'atterrir un peu plus haut, un peu plus bas. Toujours en légère baisse, on a une érosion de la fréquentation physique à l'accueil de l'office depuis 6 ans maintenant. On était parti de 31 000 personnes environ il y a 6-7 ans et on est aujourd'hui à 26. Donc c'est un transfert de clientèle, de visiteurs sur Internet ou des gens qui se déplacent moins pour aller chercher l'information, mais qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont chercher l'information sur le site et sur les différents vecteurs numériques. Pour les clientèles étrangères, une seule surprise, comme je le disais tout à l'heure, l'Espagne qui rentre dans les 10 premières clientèles représentées à l'Office de tourisme. Donc c'est bien une tendance qu'on retrouve chez nous également. L'Espagne est rentrée en 8e position sur les... Ça ne représente pas un gros volume, mais c'est une tendance. Sinon l'ordre reste inchangé avec la Suisse bien entendu en premier, ce qui représente 25% de notre clientèle globale, donc un quart de la population qui passe à l'office. Royaume-Uni ensuite, Belgique et Moyen-Orient. Quand je dis Moyen-Orient, c'est principalement Koweït et les Émirats. Pour ce qui est de la saison d'animation, on peut dire que ça a été très positif, puisque les animations ont rencontré un beau succès cet été. Les concerts, globalement, pour Terrasse en musique, ont eu entre 50 et 150 personnes. Le gros week-end du Dream Cars Day, les Moyens Tour et Food Truck Festival, près de 3000 personnes sur les 3 événements. La fête de la musique, toujours bien fonctionné. Le 14 juillet également. Le 15 juillet sur la fan zone, environ 3000-3500 personnes, donc c'était assez difficile à évaluer. Festival des trompes de chasse, 2500 personnes environ. Le forum économique rhodanien, je parle des principaux événements. 350 personnes, en sachant que ça n'était pas public. Et puis Gourmandie de la semaine dernière, qui est aux alentours de 3500 personnes, avec 1500 personnes enregistrées sur certains passages, certaines animations. À noter, et ça on peut être fier en tant qu'organisateur d'animation, les animations, je ne parle pas simplement de l'office de tourisme, je parle vraiment de toutes les animations au niveau de la ville. Ça peut être le poker au casino, ça peut être les courses, l'hippodrome, ça peut être Bing Battle la semaine dernière, Gourmandie bien entendu, le forum économique rhodanien. Beaucoup d'animations ont contribué à remplir les hôtels. Et certains hôteliers aujourd'hui nous demandent de leur fournir un programme des événements de l'année à venir, parce qu'ils vont moduler leur prix en fonction des événements qui arrivent. Donc nos événements ont un réel impact à l'année maintenant sur le fonctionnement de l'industrie hôtelière divonaise. Et à ce sujet, j'aimerais profiter de ma présence ici pour remercier les services de la ville qui nous épaulent toute l'année sur les événements. Clairement, cette année, le travail a été énorme pour l'Office de tourisme en termes d'événementiel. On n'avait jamais fait autant que cette année. On peut dire que
bien entendu, rien n'est parfait, mais que globalement, les événements ont bien fonctionné. C'est vraiment un travail de l'ensemble de la ville qui permet cela. Je soulignerai aussi que ça montre la capacité de la ville, de ses services et de l'office à gérer des événements d'ampleur, et à gérer des événements d'ampleur qui des fois sont plusieurs et ont lieu le même jour, sont plusieurs et ont lieu le même week-end. Par exemple le week-end dernier, on a un vrai savoir-faire en matière d'organisation d'événements. Voilà pour la saison qui se termine donc dans quelques semaines. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations? Si, moi j'ai une question. Je crois que c'est lors d'un CDTH auquel j'avais participé, ou un CFI de tourisme, mais CDTH je pense, on avait évoqué le point peut-être d'avoir une navette qui servirait à aller chercher, pourquoi pas, les curistes à l'aéroport ou en gare, ou à les amener d'un point A à un point B à Lisbonne. Val Vital avait dit qu'ils n'étaient pas contre financer une partie, puisque là ils ont 40% de plus de curistes, il doit y avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Est-ce que ça c'est des discussions qui sont aujourd'hui dans les tuyaux, ou est-ce que les curistes vont toujours se débrouiller pour arriver, se débrouiller pour se déplacer à Lisbonne? Est-ce qu'aujourd'hui c'est des discussions que vous avez ou pas? Bon, aujourd'hui c'est une discussion qu'on n'a pas eue récemment, mais c'est un problème qui reste effectivement central puisque ça remonte assez régulièrement. Maintenant nos hôteliers avancent, puisque la Part City depuis 15 jours a une navette, ça n'a jamais été le cas. Donc certains hôteliers s'équipent en direct. Le travail que nous on fait pour essayer de mettre ça en place, c'est outre les termes, travailler avec les hôtels pour cofinancer des navettes. Il y a eu, il y a une dizaine d'années je crois, un essai financé par l'Office de tourisme. Je pense que pour arriver à le pérenniser, à le remettre en circulation et en tout cas le pérenniser, il faut qu'on ait d'autres partenaires sur le sujet. L'Office ne peut pas financer ça tout seul. Mais par contre, on a bien conscience de la demande et c'est un sujet qui revient régulièrement. Est-ce que c'est un sujet qui peut être au plan d'action 2019 ou de façon sérieuse avec une proposition entre les acteurs? Parce qu'au final, ça revient chaque année. Après, un hôtel privé, à part, c'est très bien pour eux, mais c'est un acteur économique privé, il n'ira pas transporter des curistes de la gare jusqu'au terme. Et ils ont bien raison, parce qu'ils financent. Donc, est-ce que ça peut être, l'Office de tourisme peut le mettre au plan d'action 2019 ou 2020? Ça, quelque chose qui se passe et qui soit envisagé ou... On peut le remettre à l'ordre du jour, puisqu'on avait été assez loin dans la démarche, puisqu'on avait un prestataire, que les navettes étaient à l'époque finançables avec les partenaires qu'on avait trouvés, pour ne pas les citer. On avait effectivement Val Vital et puis plusieurs hôtels. Ce qui avait fait échouer le projet de mémoire, il me semble que ça avait été évoqué en série de l'Office, c'était je crois le retrait du château à l'époque, qui s'était engagé au départ et qui au final n'avait pas suivi. Mais si on réunit nombre de partenaires suffisants, il n'y a absolument aucun problème pour mettre ça en place. Très bien. Pas d'autres observations? Voilà. Madame Moi, je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe de l'Office de tourisme et puis bien sûr aussi tous les services de la ville, que ce soit les services techniques, le service association, les services communication, qui contribuent tous largement à la réussite de tous ces événements. Je crois que maintenant, on peut vraiment dire que Divonne a une réelle expertise en matière d'organisation d'événements. Ça avait été d'ailleurs souligné par Bertrand Augustin lors de la dernière commission tourisme. Juste aussi pour dire qu'effectivement, on se rend compte que nos événements, les différents événements qui ont été organisés durant l'été sont réellement créateurs de nuitées. Et maintenant, donc, si on veut effectivement trouver une autre clientèle de touristes, hormis la clientèle de tourisme d'affaires, il faut effectivement développer ces animations. Je voulais juste faire aussi un petit focus sur le bilan de saison au niveau du département, qui est presque le même que celui de Divonne, à savoir les 3 premières semaines du mois de juillet ont été particulièrement décevantes, donc voilà, liées en partie à la Coupe du Monde. Bon, on a quand même tiré certains profits. La météo aussi a joué des tours, parce qu'on sait que la météo, j'allais dire faire la pluie et le beau temps, mais là, pour le coup, a été négative pour certaines activités, notamment les activités de plein air.
Par exemple, le site du parc des oiseaux n'a pas connu un mois de juillet exceptionnel, un mois d'août non plus, mais se récupère en fait en arrière-saison. Donc je crois qu'effectivement avec l'EPIC, on a à travailler dans tout ce qui concerne les ailes de saison pour attirer une nouvelle clientèle. Pour compléter sur l'établissement thermal, donc j'ai rencontré avant-hier la nouvelle directrice de l'établissement thermal qui montre vraiment une vraie volonté de se rapprocher de la ville et de l'office de tourisme pour faire en sorte de mieux accueillir les nouveaux curistes aussi qui sont venus cette année, mais surtout qui sont attendus pour l'année prochaine. Merci, pas d'observation. Ce qui a profondément allez-y, Augustin. J'ai été cité par Véronique Baud, donc je saisis la perche et je félicite effectivement tous les services municipaux pour leur maîtrise des grands événements, des événements de masse en particulier, que ce soit le 14 juillet, la finale de la Coupe du Monde, qui ont été gérés dans des conditions difficiles parce qu'il y avait effectivement beaucoup de monde et des fois un peu compliqué avec des gens qui s'échauffent, gérés avec beaucoup de maîtrise, notamment de la part de la police municipale. C'est des choses qui sont une vraie expertise, comme le précisait Véronique Baud à Divonne. Malgré tout, il y a des choses à améliorer dans l'animation de la ville. Alors, je suis dans mon rôle d'opposition aussi. La finale de la Coupe du Monde a été un succès. Je pense que les matchs avancent, ce n'est pas le cas. Alors ça se finit bien, tant mieux, puisque la France est championne, il n'y a pas tant mieux. Mais je pense qu'il faudrait aussi en tirer des leçons et que sur ces événements sportifs qu'on souhaite retransmettre et animer dans Divonne, qu'on s'associe des associations divonnaises pour co-animer, pour co-organiser, de façon à ce que d'une part les associations puissent compenser les pertes de subventions qu'on vote dans les budgets, mais d'autre part qu'elles puissent tirer le maximum en termes d'animation pour faire venir des spectateurs. Voilà. Après, il y a eu quand même quelques ratés aussi en termes d'animation. Je crois que le Salon du Chiot, par exemple, n'a pas été un grand succès. Et il faut qu'on soit sans doute plus sélectif aussi pour l'image de Divonne, parce qu'organiser tout et n'importe quoi pour animer, c'est peut-être pas non plus ce qu'on fait de mieux. Donc qu'on soit un peu, qu'on ait une politique de communication, une politique d'animation touristique. Et c'est sans doute aussi au conseil municipal de donner cet axe-là, pas seulement l'EPIC. Très bien, ce qui est sûr, c'est que le changement du paysage urbain tel qu'on l'a voulu a considérablement changé l'image de Divonne. Les investissements considérables qu'on a fait dans les jardins, les parcs, la voirie, ça nous a redonné une image touristique. L'entrée de la ville, elle nous a redonné cette image touristique. Et quand on interroge ceux qui fréquentent notre station, c'est une des premières réflexions qu'ils font. Quand on arrive dans la région, ici, vous êtes maintenant dans une ville verte. C'est la deuxième chose, c'est qu'on devient très juste en capacité hôtelière. Les hôtels ont des taux d'occupation qui sont bons, mais on redevient juste en capacité hôtelière. Il va falloir retrouver de l'investissement hôtelier. Vous savez qu'on a des terrains à disposition, on a des pistes. Aujourd'hui, beaucoup de pistes. Mais il est temps de créer un hôtel de 150 chambres, en 2 étoiles plus 3 étoiles, notamment au service des curistes. On a considérablement augmenté la capacité hôtelière sur une vingtaine d'années, mais maintenant, on est un peu juste. La troisième chose, c'est sur les événements. Vous avez raison, mais un quart de finale, 8e de finale, il y a personne, ça n'intéresse personne. Très curieux d'ailleurs. Nous, on pensait que les gens seraient heureux de venir voir un quart de finale en groupe, ça n'intéresse personne. Ce qui intéressait, c'était la finale. Alors, on peut avoir cette réflexion, moi, je suis assez favorable. Et je pense que maintenant qu'on a doté l'Office du tourisme d'une structure dédiée aux animations, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus puissant. Le sujet que je voudrais aborder, c'est un sujet d'inquiétude. C'est qu'historiquement, les stations touristiques et thermales, elles animent plus que les autres et elles investissent plus que les autres dans le domaine touristique parce qu'elles ont un casino. C'est d'ailleurs pour ça que les stations ont un casino. Et sur une chose qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, le produit des jeux rentre dans l'assiette du FPIC et du FNGIR. Je m'explique. À une époque, il n'y était pas sur la solidarité, parce que l'État prenait en compte nos charges spécifiques. Aujourd'hui, l'État ne prend plus en charge nos charges spécifiques, donc il nous taxe sur le produit des jeux. Et c'est un véritable souci pour l'ensemble des stations thermales, qui aujourd'hui sont à la peine sur le plan financier. On est les premiers contributeurs au titre de la solidarité nationale. Je rappelle qu'à Divonne, sur les 3 lois de finances, les 3 dernières, désormais,
on donne à la solidarité nationale 3 millions d'euros. C'est ce que Divonne-les-Bains, une ville de 10 000 habitants, apporte à l'équilibre et à la solidarité nationale entre les collectivités territoriales. Et vous avez une véritable inquiétude à ce titre-là, c'est que si on continue comme ça, ce sont nos investissements touristiques et nos politiques touristiques qui risquent d'être péjorés. Puis le dernier point, très clairement aujourd'hui on a remis de l'ordre, le thermalisme repart, et repart bien. Si on avait un établissement thermal convenable, on aurait pu doubler cette année, encore doubler l'année prochaine. Notre établissement thermal, pour les raisons que vous savez, on peut y revenir, est en très mauvais état. Donc la construction de nouveaux thermes, ça devient une priorité absolue. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un potentiel de développement touristique gigantesque sur le thermalisme. Il faut absolument, Jean-Christophe Place dans quelques semaines nous en dira plus, et il faut absolument qu'on y aille beaucoup plus rapidement et qu'on sorte ce nouvel établissement thermal. J'en ai des opportunités qui sont des opportunités extraordinaires. L'autre vecteur touristique essentiel, c'est évidemment l'embouteillage de l'eau. Vous savez que le permis de construire a été déposé, vous savez que la procédure d'autorisation d'exploiter est en cours, mais ce sera pour nous le meilleur vecteur promotionnel pour une ville. Aux portes de Genève et de Lausanne, une eau minérale, c'est-à-dire une eau purement naturelle, vendue grosso modo à 300 millions de bouteilles, c'est 300 millions de messages publicitaires et promotionnels, donc il faut s'y préparer. Et s'y préparer, c'est anticiper sur l'établissement thermal, anticiper sur la capacité hôtelière, puis continuer ce travail qui est très important, qui coûte cher, hein, d'ailleurs vous notez régulièrement, c'est que quand vous regardez le budget de la ville, ce que l'on met sur les politiques touristiques, c'est absolument considérable. C'est les jardins, c'est les parcs, ce sont tous ces services qui expliquent d'ailleurs que Divonne a des dépenses de fonctionnement par habitant un peu plus élevées que les autres, mais c'est la condition, je parle sous le contrôle d'un professionnel, c'est la condition du renforcement de cette politique touristique. Moi aussi, je voudrais m'associer à ce qui a été dit, notamment à la police municipale, parce que je peux vous assurer que le soir des grands événements, moi je suis en relation directe avec eux, c'est une inquiétude pour les élus, c'est une inquiétude pour eux aussi. Merci à la gendarmerie qui nous a permis d'avoir des événements qui se sont produits sans heure, ou très marginalement, alors qu'on avait un monde fou, on a été débordés sur ces événements-là. Donc je vais féliciter l'office, bien sûr. Et puis je crois aussi l'ensemble des services, parce que c'est sans la conclusion, une politique touristique, c'est une politique cohérente. Et ça ne marche que si, ici à l'accueil, ça se passe bien, que si le service floral est de qualité, si la propreté de la ville est là, et tout le monde s'y met. Et je trouve qu'on a créé à Divonne aujourd'hui une équipe publique au service du développement touristique qui finalement fonctionne assez bien. Je crois qu'on peut tous les en remercier. Voilà, je vous remercie. On va pouvoir passer au point numéro 1 de l'ordre du jour. Il s'agit du compte-rendu des décisions. Oui. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites en ce qui concerne l'investissement colossal que vous faites sur le tourisme et l'embellissement de la ville. Je vous rejoins tout à fait et je pense qu'il faudrait le faire pour toutes les politiques locales que fait la ville de Divonne-les-Bains et je vous le réclame depuis 4 ans. Très bien. Alors, sur le compte-rendu des décisions prises en vertu des délégations, pas d'observation, pas de questions. C'est un donné acte. Sur le mandat spécial, il s'agit d'envoyer un représentant de l'exécutif à Paris au Salon des maires. Donc ça sera, si j'ai bien compris, Claude Emmanuel Duchemin en charge ces frais de déplacement. Pas d'observation, pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Sur l'avis de la commune, sur l'évolution de la communauté et le passage en communauté d'agglomération, Vincent Scapelin. Oui, simplement pour vous présenter en 2 mots le contexte. Le Code général des collectivités territoriales laisse la possibilité aux EPCI, donc aux établissements publics de coopération intercommunale, qui sont des communautés de communes, de passer en communauté d'agglomération si une commune centre représente une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, ce qui est le cas du pays de Gex. Aujourd'hui, Gex est la commune la plus peuplée de l'EPCI, avec environ 12 000 habitants. Et Gex et Cessy, qui forment au titre de l'INSEE une unité urbaine supérieure à 15 000 habitants, nous permettent de nous poser la question de savoir si la communauté de communes n'aurait pas l'opportunité de passer en communauté d'agglomération. Il y a une délibération en ce sens au sein du conseil communautaire. Aujourd'hui, chaque conseil municipal
chaque conseil municipal des communes doit se prononcer. En termes de compétences, aujourd'hui, la communauté d'agglomération impose l'exercice de 7 compétences obligatoires et 3 compétences optionnelles. Quand on regarde les compétences de la CCPG aujourd'hui, elle les exerce quasiment toutes, alors des fois de manière éclatée, mais globalement, elle exerce les 7 compétences obligatoires et 6 des 7 compétences optionnelles proposées. Très concrètement, la compétence qui serait reprise au niveau du passage en communauté d'agglomération serait l'équilibre social de l'habitat et la politique de l'habitat, qui aujourd'hui n'est pas une compétence communautaire. Le passage en communauté d'agglomération présenterait également un boni fiscal pour l'intercommunalité au niveau des dotations de la DGF, à la fois par rapport au nombre d'habitants. Au niveau de la représentation des communes au sein de la communauté d'agglomération, il n'y a pas de modification par rapport à la représentation que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, ce passage en communauté d'agglomération doit aussi permettre à l'intercommunalité de réaffirmer son rôle sur des compétences qui sont aujourd'hui des compétences fortes qui concernent le territoire. Je pense aux questions de la petite enfance, je pense aux questions du transport, avec notamment une nouvelle offre de transport qui va être mise à disposition des habitants à partir de décembre, qui va aussi être une politique sur la question de l'eau potable, de l'assainissement, etc. Ça permettra aussi, cette communauté d'agglomération, de mieux redéfinir le rôle qu'il peut y avoir entre l'intercommunalité et les communes membres sur les prochaines années, jusqu'à la fin du mandat, mais également sur le mandat suivant. Et l'idée, c'est également de renforcer le pacte fiscal qui vous avait été présenté préalablement. Voilà ce qui vous est proposé ce soir, c'est de valider, d'approuver ou de rejeter l'évolution de la CCPG en communauté d'agglomération. Et vous proposez qu'on vote pour? Oui, mais il faut nous le dire, sinon on ne peut pas suivre. Je suis très favorable. Très bien. Qui est-ce qui veut s'exprimer sur ce dossier? Madame Di Stefano. Avant de nous donner notre avis qui sera positif, je voudrais avoir quelques éclaircissements sur différents points dont vous avez abordé le sujet. Vous avez dit qu'au niveau fiscal, il allait y avoir un bonus. Est-ce que vous pouvez l'estimer? On estime à peu près 1,5 à 2 millions d'euros pour l'année prochaine. Très clairement, ce bonus, avec la loi de finances, il rentre dans l'assiette. C'est-à-dire un geste de calcul. C'est-à-dire que vous l'augmentez, mais l'État le récupère d'un autre côté. C'est ce que j'allais vous demander. C'est exactement ça. Je vous rappelle que l'État... Les dépenses qui vont aller en face. Bien sûr, c'est tout le problème. En 2022, la majorité actuelle aura augmenté la dette de la France de 330 milliards d'euros. C'est les chiffres qui viennent de sortir aujourd'hui. 330 milliards d'euros augmentés par la majorité actuelle sur la dette de la France. Vous pensez bien que quand on vous propose 1 500 000 euros, dans ces circonstances-là, l'obsession de Bercy, c'est de les récupérer. Donc il les récupérera sous forme de la péréquation. Donc fiscalement, c'est une opération de l'eau. Ça sera long, mais à terme, ça sera. Je rappelle ce qu'a fait le gouvernement actuel avec les DMTO, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. C'est-à-dire qu'on réforme la taxe professionnelle. Vous perdez un produit de taxe professionnelle du fait de la réforme et du passage à la fiscalité sur l'immobilier. Donc l'État vous dit, à l'année N, on calcule ce que vous perdez. Et l'année dernière, le gouvernement dit, bah, écoutez, c'est une dotation, il la rentre dans l'assiette de calcul de la solidarité. Donc en fait, aujourd'hui, l'État a une politique qui vous donne, et puis ensuite il vous le fait rentrer dans la dotation de solidarité, il vous le récupère. Votre question est la bonne, c'est exactement ce qui va se passer. Ça s'appelle du bonneau. N'importe quel gouvernement aurait pu le faire. Non, pas ceux que j'ai soutenus, monsieur Di Stefano. Allez-y, ensuite, monsieur Di Stefano. Les indemnités des élus. Elles ne changeront pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une délibération qui soit prise au sein du nouveau conseil communautaire pour faire modifier le vote des indemnités. Et donc ça attendra le renouvellement du conseil, voilà, 2020. À ce sujet, en 2020, le mode d'élection des futurs membres du conseil d'agglomération, de la communauté d'agglomération
Elle est identique à la communauté de communes. Oui. Ça sera prédéfini Ça déjà. sera lors du fléchage dans la liste des listes municipales, comme c'était au dernier mandat. C'est pareil. C'est pareil, oui. Alors, il y a un projet de réforme pour que ce soit élu au scrutin direct. Il me semblait l'avoir Mais entendu. vous avez 4 ministres, 4 discours différents. Quand là, il y a un nouveau gouvernement, donc on peut avoir quelques espoirs, quoique, et ils vont essayer de se mettre d'accord sur le sujet. Et la discussion, est-ce qu'on ne passe pas à scrutin direct pour l'ensemble de ces collectivités? Auquel cas, il y a un véritable problème. C'est qu'à ce moment-là, vous devenez une collectivité territoriale à part entière, vous appliquez la proportionnelle et vous n'êtes plus obligé d'avoir une représentation par commune. C'est ce qui est en train de se passer dans la métropole lyonnaise. Vous avez des communes qui ne sont plus représentées au conseil communautaire parce que c'est une collectivité territoriale à part entière. Dans ces cas-là, Divonne ne pourrait ne pas être Si représenté. un scrutin, vous ne pouvez pas être représenté. Vous me dites que vous avez un quartier de Divonne qui ne peut pas être représenté à la municipale. Il va y avoir un quartier du Pays de Gex qui ne serait plus représenté. D'accord. Du fait de ce changement, est-ce que sur les compétences optionnelles, vous avez échangé pour éventuellement prendre en charge le cadre de vie, les équipements culturels et sportifs? Les statuts C'est optionnel. n'ont pas été modifiés et ne seront pas modifiés. Ils seront adaptés pour être conformes au passage en communauté d'agglomération. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre des compétences supplémentaires dans les compétences qui peuvent être optionnelles. Je rappelle que durant ce mandat, la communauté de communes a récupéré pas mal de compétences, notamment la compétence transport, qui est une compétence lourde, financièrement lourde également, ce qui est la compétence des eaux pluviales, la compétence économie aussi en partie. Il s'agit aujourd'hui surtout d'organiser ces nouvelles compétences avant d'en prendre de nouvelles. Merci. Et la compétence tourisme, Alain, j'ai oublié. Je reste sur ce La que vous compétence avez tourisme, dit. j'ai oublié. Sur ce que vous avez dit, donc dans un certain cas, il pourrait se passer que Divonne ne soit pas représenté dans le conseil communautaire. C'est ça que j'ai entendu. Si vous avez un changement, si le projet de loi Ouais, si le projet qui de loi prévoit passe. l'élection, ils ne sont pas d'accord, Ouais. qui prévoit l'élection des conseillers communautaires au scrutin direct, à ce moment-là, comme c'est au scrutin direct, ça devient une collectivité à part entière. D'abord parce qu'elle a la personnalité morale publique, ensuite parce qu'elle a l'impôt, et enfin, vous l'élisez au scrutin direct. Donc c'est une collectivité au même titre, c'est la Constitution dit les collectivités territoriales, c'est les communes, les régions et les départements. Et la question s'est posée de savoir si on y rajoutait la métropole lyonnaise, parce que c'est la seule métropole qui a absorbé le département et qui soit élue au scrutin direct. Donc c'est une collectivité à part entière. Et on n'a pas modifié la Constitution pour ça. Il y a plein de métropoles, il ne faudrait pas dire, chaque fois modifier la Constitution pour dire la République française elle est constituée des régions, des départements, des communes et de la métropole de Lyon et de celle de Brest et de celle de Lille, etc. Mais le problème juridique, c'est que quand vous en arrivez là, vous devez appliquer le système à la proportionnelle. C'est-à-dire que vous avez des listes politiques qui se constituent, et quand vous constituez les listes politiques, si vous n'avez pas de contraintes, vous n'êtes pas du tout obligé d'y faire figurer toutes les communes. Voilà. Donc c'est vrai. Mais très clairement, moi je ne crois pas une seconde. Compte tenu de ce qui est en train de se passer dans les rapports entre les collectivités territoriales et le gouvernement, je ne crois pas une seconde. Je pense qu'ils n'arriveront pas à passer cette réforme. En tout cas, moi j'y suis très hostile. C'est la fin des communes de France et c'est la fin de l'organisation territoriale française. C'est un véritable bouleversement. Oui, c'est pour ça que je pose cette question, parce que je donne la droite, en votant, en acceptant cette modification, de prendre ce risque, en fait. J'avais déjà noté, moi, que comité d'agglomération, comité de communes, on n'avait déjà plus le mot commune, et que petit à petit, bon, on se demande ce que vont devenir les communes. On voit dans les conseils communautaires qu'on ne sait jamais trop quel est le pouvoir des communes et le pouvoir de la communauté. Enfin, il y a beaucoup de débats qui sont un peu houleux de temps en temps. On ne sait pas trop où on va finalement. Et là, donc, on décide d'aller en comité d'agglomération et il y a encore des incertitudes sur la façon dont ça va se passer. Mais il y en aura toujours des incertitudes. Je pense que le débat qu'on a aujourd'hui, il a été le même quand certaines communes ont décidé d'entrer dans l'intercommunalité, quand elle a été constituée et au fil du temps. Dernièrement, à Besançon, ils avaient le même type de débat. Je crois que les modifications législatives
elles sont sur la table depuis déjà quelques années. Comme disait Étienne, je ne suis pas certain qu'elles aboutissent dans un délai court. Et à ce moment-là, il faudra voir les conséquences que ça peut avoir au moment où elles seront votées pour notre territoire. Très clairement. Aujourd'hui, le fait de passer en communauté d'agglomération, ça permet aussi d'affirmer le territoire à l'échelle du département et de la métropole genevoise. Les communautés d'agglomération, je crois que sur le département, il y en a 3 ou 4 qui sont constituées aujourd'hui. Il y a celle de Bourg, il doit y avoir celle d'Oyonnax, et puis la communauté de communes serait la 3e. Et ça permet aussi d'affirmer un poids du territoire plus fort qu'une communauté de communes. Du partenariat avec le département. Très bien. Pas d'autres questions? Je vais rester là. Alors, qui s'oppose? Non. Qui s'abstient? Personne. C'est l'unanimité. Faites-le savoir à la communauté de communes qu'elle nous renvoie en disant ils ont bien voté cela. Très bien. Une garantie d'emprunt sur la construction de 11 logements et une autre sur la construction de 1 logement. Présentation commune. Jean-Christophe Place. Oui, donc délibération point numéro 4 et point numéro 5, il s'agit d'accorder une garantie d'emprunt sollicitée par Dynacité pour la construction de 12 logements, donc en PLUI 4PLAI, pardon, 7 plus et 1 PLS. Donc le montant de la garantie d'emprunt serait de 1 596 400 € pour le point 4, pour les 11 logements, et un autre emprunt à hauteur de 146 300 €. Voilà. Très bien. Sur ces deux garanties d'emprunt pour le logement social, je rappelle que sur le logement social, on continue à construire petit à petit pour rattraper, essayer d'arriver à la fin de cette mandature d'Instance Cathelin. Si on n'a pas trop de recours, on pourra faire combien? 17, 18, ce qui est pas mal. 18. Ça nous permettrait de dire à un préfet, laissez-nous un peu de temps. Voilà. Monsieur le maire, j'en profite pour vous dire que la friche qu'il y a vers la gendarmerie mériterait vraiment à ce que la SEMCODA ou l'investisseur ou le bailleur qui est prévu commence, ou au moins faire propre. On fait des efforts particuliers pour les entrées de Divonne. Celle-ci et celle de Crassier n'est pas pour mettre en exergue l'excellence de Divonne. Très bien. On a eu la SEMCODA à plusieurs reprises, mais vous connaissez les problèmes de la SEMCODA. Alors, sur la délibération 4, pas d'opposition ni d'abstention. Sur la 5, même vote, même vote. Merci. Alors, on passe à la délibération 6, c'est Vincence Cathelin, une session à l'euro symbolique. Oui, pour 23 mètres carrés, à la rue de la Combe de l'Eau. Très bien, pas d'opposition ni d'abstention. Très bien. Sur le chemin de la Creuse, cette journée à titre onéreux. Oui, on récupère 22 mètres carrés sur la propriété de M. Ndour. On a essayé de négocier avec eux pour obtenir une cession gratuite, mais nous ne sommes pas arrivés. Donc, du coup, nous sommes arrivés sur un prix de cession à 180 € le mètre carré et qui nous permet de récupérer 22 mètres carrés, ce qui nous permettra à terme de réaménager le chemin de la Creuse qui, depuis l'ouverture de l'école Guillemot-Passant, est un chemin qui est de plus en plus utilisé par les parents qui descendent de Villars et par les enfants qui descendent de Villars en voiture pour aller déposer leurs enfants et par les enfants qui empruntent ce chemin pour rejoindre l'école. Donc il était important pour nous de faire l'acquisition de ces 22 mètres carrés. Le prix, je pense que ça va être une des questions, il correspond au prix auquel nous avons cédé une partie du domaine public avenue du Salève dernièrement à des gens du Moyen-Orient qui étaient propriétaires d'une partie du domaine public à qui nous avons cédé cette parcelle. Très bien, pas de questions? Oui. Il y avait la question du précédent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on paye cette cession, maintenant les futurs voisins vont demander mais c'est un problème récurrent qu'on va avoir, parce qu'aujourd'hui la collectivité ne peut plus récupérer gratuitement du terrain, comme c'était le cas il y a quelques années. Je vous rappelle qu'on pouvait récupérer jusqu'à 10% de terrain gratuit à l'occasion d'un permis de construire, c'est fini. Donc aujourd'hui on négocie. Alors, on essaye de négocier pour récupérer à l'euro symbolique, ou on essaye de négocier en contrepartie de la cession du terrain pour que la commune fasse des travaux. Mais depuis quelques temps, j'allais dire à peu près une année,
on se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés à obtenir des cessions de terrain dans le cadre des permis de construire. Aujourd'hui, on a un sujet sur la rue du Jura, où on souhaiterait récupérer 1 mètre de terrain à l'occasion de la transformation d'un terrain où il y a une maison en un lotissement de 4 maisons, pour pouvoir de la même manière sécuriser la traversée des piétons, enfin le passage des piétons et les cycles, pour qu'ils puissent soit remonter jusqu'à l'école Guillemot-Passant, soit redescendre vers le lac. Le point d'achoppement que nous avons avec les propriétaires, c'est le montant du prix de la cession du terrain. Donc je crois que le temps qu'avait le temps béni des collectivités où on pouvait récupérer du terrain gratuit est fini, et à chaque fois on va être dans la négociation, malheureusement. Parce que c'est souvent quand même pour améliorer et sécuriser le passage des enfants ou des adultes qui vont venir habiter sur ces terrains qui font l'objet de densification. C'est une décision de la Cour de justice européenne qui a considéré que la France se comportait mal en exigeant 10% et que c'était une confiscation et que ainsi la France manquait au principe de protection de la propriété privée qui est sanctuarisé par la Convention européenne de sauvegarde. Voilà. C'est un des, comment dirais-je, un des fleurons des âneries européennes. Très clairement, vous ne pouvez pas priver la puissance publique quand elle donne des contreparties, à mon avis, de ces dispositifs qui étaient des dispositifs parfaitement pertinents. On ne peut pas faire de trottoir si, aujourd'hui vous êtes un propriétaire, il peut vous obliger d'ailleurs à aller devant le juge pour faire fixer l'indemnité. Ça, c'est impensable, ce truc-là. Impensable. Mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, tel n'est pas le cas. Et fixer une ligne de conduite sur cette mandature concernant les cessions, qui étaient des cessions à l'euro symbolique, et donc là c'est la première entorse, la question du précédent, c'est-à-dire la négociation deviendra donc de plus en plus difficile avec les propriétaires sur ces cessions qui sont nécessaires, parce qu'il s'agit là de faire un équipement pour les piétons, les cycles. Il faudrait faire attention, parce qu'il y a la loi et puis il y a la pratique, à bien phaser en fait cette demande de cession et les autorisations qu'on peut délivrer sur les terrains, puisque c'est comme ça qu'on pourra avancer dans la discussion, dans la négociation entre l'exécutif, c'est-à-dire l'instance Catherine, et les propriétaires. Et puis je pense qu'il faut qu'on se dote, dans le cadre de nos documents d'urbanisme, d'emplacements réservés et d'outils qui nous permettent de nous renforcer dans la négociation, ce qu'on n'a pas tout le temps. Ça ne réglera pas le problème de la cession symbolique, ça nous obligera à acheter, mais pas l'euro symbolique. Ça changera le contexte dans lequel on négocie. Très bien. Jean Distelano. Moi, je suis surpris que sur cette opération, vos dons de négociation n'ont pas pu faire la différence. Si on avait un bel écran et un outil, on pourrait regarder les plans. Et quand on regarde le plan, on voit qu'il y a la parcelle numéro 65 sur lesquelles on est obligé d'acheter, mais le 234, le 314, le 291 pourraient faire exactement la même chose si on envisage d'aménager correctement ce chemin de la Creuse. Et je pourrais également vous dire, en 1998, le Conseil général, quand il a voulu me prendre 21 mètres carrés chemin de la Creuse à l'époque, eh bien, il ne s'est pas gêné et j'ai été obligé de céder à l'euro symbolique. Donc là, je pense qu'il y aura un précédent et rien que pour ça, je pense qu'il est de notre devoir de voter contre. Je vous laisse voter comme vous voulez, mais je vous rappelle, la loi aujourd'hui, la réglementation ne nous est plus favorable sur ce sujet-là. Donc on pourrait faire comme ça se faisait dans les années passées, on passe, puis on verra ce qui se passe. Sauf que ça ne marche plus comme ça. Je vous rappelle que quand la rue Guillemot-Passant a été refaite pour accéder à l'école, les services fonciers ont dû négocier parcelle par parcelle pour trouver des compensations sur chacun des terrains qui étaient concernés pour élargir et offrir aujourd'hui l'avenue Guillemot-Passant qu'on connaît et qui est sécurisée. Et ici, c'est exactement pareil. Avec les propriétaires, aujourd'hui, M. Amendour dit mais nous, on a payé notre terrain 500 € le mètre carré. Vous voulez nous récupérer 22 mètres carrés à hauteur de 1 € ou à l'euro symbolique.
On n'est pas d'accord. On va pas Alors, oui, mais c'est ça, non, mais il faut expliquer la réalité, Bertrand. On va pas faire la négociation ensemble, maintenant, Ah, les 500 euros du mètre c'est carré. important de le dire. Les 500 euros du mètre carré correspondent à des droits à bâtir sur ce terrain-là. Or, on va acheter le terrain, on laisse les droits à bâtir sur le terrain, puisque la cession se fait après construction. Donc il y a quand même 2 poids 2 mesures, puisque les droits à bâtir ils ont été utilisés pour la construction de monsieur et madame Libourg. Il y a eu un certain nombre de facilitations, en tout cas un regard de la commission pour délivrer le permis de construire, qui a, je crois, été compliqué, parce qu'on a un certain nombre d'échanges. Et à la fin, on se retrouve à devoir payer le terrain au prix des domaines, ce qui ne correspond pas d'abord à la ligne qu'on s'était fixée pour cette mandature, et surtout ce qui ne correspond pas à ce qui était la possibilité de la commune par le passé pour aménager des trottoirs et des pistes cyclables. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la situation et le prix du foncier aujourd'hui a un impact sur les éléments, les arguments que nous avons avec les propriétaires ou les pétitionnaires de permis quand nous devons faire l'acquisition d'un bout de terrain. Ce qui n'était pas le cas il y a même 5 ans. Dans le sens catalan, le prix du mètre carré à 500 euros ou 600 euros du mètre carré, c'est pas depuis l'année dernière, ça fait 5 ou 6 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un argument que nous opposent les propriétaires en disant nous on n'est pas d'accord, même si on a au bénéfice de droit à bâtir sur ce bout de terrain qu'on a utilisé pour construire notre maison, on n'est pas d'accord pour céder une partie du terrain. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je pense que oui, c'est un précédent, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'à un moment, on ne prend pas les 22 mètres carrés qui sont nécessaires pour aménager à terme le chemin de la Creuse ou est-ce qu'on les prend? Et nous, on est parti plutôt du principe de dire on les prend, on paye, ça crée un précédent certes, mais il faut que quand même rapidement, on arrive à pouvoir faire l'ensemble des acquisitions sur le chemin de la Creuse et pouvoir aménager ce chemin qui, au regard de l'augmentation du trafic automobile, commence à être problématique. Moi j'ai souvenir au sens catalan qu'on ait pris des positions sur des sessions, je pense du côté d'Arbert notamment, beaucoup plus dures vis-à-vis de certains pétitionnaires, parce que justement on voulait rester dans une session malheureux-symbolique, et qu'on est encore ce dossier ouvert alors que d'un autre côté on va indemniser au prix des domaines sur le chemin de la Creuse. Pas tout à fait dans la même condition. Donc, quand on regarde le point 6 et quand on regarde le point 7, mettez-vous à la place de Schaffer, plutôt de Schaffer ou de la copropriété, du syndicat des copropriétaires. Là, on dit blanc, et de l'autre côté, on dit noir. J'en fais même pas une question de prix, je comprends les soucis qu'il peut y avoir là-dessus. Mais franchement, aller expliquer ça aux Divonnais ou à certains voisins, pas évident. Très bien. À d'autres observations? Alors, J'ai une observation. Quelle est l'alternative? Soit on n'achète pas 20 mètres carrés. Alors, si vous expropriez, vous prenez un avocat, vous faites une ordonnance, vous faites venir un juge qui vient de Bourg, qui mesure. C'est ce que vous Il y a une audience qui se tient à la mairie, en présence du magistrat. Non, mais attendez, je réponds à la question. Simple, hein, vous appelez le préfet, vous voyez qu'il y a un problème de sécurité, il faut prendre une ordonnance d'expropriation. Donc un juge prend une ordonnance d'expropriation, et puis ensuite vous avez un juge qui vient évaluer le montant de l'indemnité, il tient une audience ici, on vient avec les avocats. Alors on dirait c'est toujours utile, les avocats, et ça fait un excellent travail, mais pour 3 900 ça risque de coûter un peu plus cher, voilà. C'est pas tout à fait Moi comme j'ai ça. fait une seule expropriation, j'ai fait une expropriation au centre-ville, c'est la seule que j'aurais faite. Le premier mandat pour la promenade de Soigneur. Mais là, le propriétaire ne voulait pas vendre. Là, il accepte de vendre. Donc on rentre en négociation, on discute. Et en tout cas, il n'accepte pas de donner. Voilà, je le vends. Donc on essaye de trouver le meilleur prix. Mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça traduit, ça? Ça traduit une fois de plus que dans notre pays, on regarde son petit nombril, sa petite maison, son petit portail, et les intérêts privés. Voilà, ça traduit ça. C'est que le sens du collectif est en train de disparaître. Je ne sais pas qui c'est l'interlocuteur en question, mais je trouve ça absolument inadmissible. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si demain il y a un gosse renversé, parce que vous n'avez pas des conditions de sécurité parfaites, voilà. Mais je pense que dans une petite ville comme la nôtre, et très clairement, si les journalistes pouvaient le dire, ça nous aiderait. Si parfois on avait le sens du collectif, si parfois on avait le sens de l'intérêt général, ça arrangerait grandement le travail des élus et les intérêts de la collectivité. Mais ce n'est pas le seul
dossier. Moi, je me souviens qu'à Arbès, on a voulu faire un sens de circulation unique, pour faire une voie unique, mettre des pistes cyclables et des trottoirs. Mais quand je suis dans ma petite maison, avec ma petite voiture, derrière mon petit volant, et que je veux venir faire mes courses au centre de Divonne, ce qui compte, c'est pas la sécurité, ce qui compte, c'est que je puisse tourner à gauche pour économiser 700 mètres. La France, elle est comme ça. Voilà. C'est regrettable, mais la France, elle est comme ça. Monsieur Voilà. Lage, je crois que vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables, Ah, mais je vous rejoins. Parfaitement Je vous rejoins comparable tout à pour moi. fait. Moi, j'ai reçu des lettres, on dit, enfin quand même, sortir de chez moi, je fais 687 mètres de plus, j'ai regardé sur mon compteur, etc. Ben oui, mais ça permettait à des gosses de faire du vélo. Ça permettait à des gens de s'asseoir au bord d'une route sur des bancs. Ça permettait de marcher dans un paysage qui est un paysage urbain apaisé. Mais les gens ne veulent pas. Et c'est comme ça aujourd'hui. Vous voyez, M. Di Stefano, je ne sais pas si vous serez élu maire, mais ça peut vous arriver. Peut-être parfois, c'est contre son gré que ça vous arrive. Ah, si ça arrive. Eh bien, dans ces circonstances-là, vous verrez que la difficulté, c'est pas de mener les dossiers de cette nature. La difficulté, c'est de faire comprendre le sens de l'intérêt général. Et ça devient terrible. Parce que maintenant, vous avez le juge qui s'y met. Ça devient extrêmement difficile. Je me regrette tous cette histoire. En tout cas, moi, je la regrette sur ce dossier-là, parce que vous avez raison, vous constituez une référence. Et j'ai dit, si on ne constitue pas de référence, qu'est-ce qu'on fait? Une expo. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que je partage tout à fait ce que vous venez de dire, surtout sur, le point qui nous concerne. Et il est certain que, il me semble, que vous n'avez pas eu les arguments qu'il faut, parce que ce soir, je suis convaincu que vous avez les bons arguments auprès de l'Assemblée délibérante. Je crois que j'avais prouvé par le passé, sur beaucoup de dossiers, qu'il y a des cessions à l'euro symbolique. Et là, c'est vrai, a priori, il y a un écueil. Et c'est pour ça que je suis quand même surpris, et je suis assez convaincu qu'en ayant entendu tout ce qu'on a entendu ce soir, et en particulier par votre voix, qu'il y a des gens qui vont s'engouffrer là-dedans. Pour répondre à Jean-Christophe Place, la solution, c'est pas l'expropriation, c'est la négociation. Puisqu'effectivement, toutes les cessions à l'euro symbolique, il n'y a pas un propriétaire qui est content de donner des mètres carrés, hein, personne n'est jamais content de le faire, parce qu'on est content d'avoir son petit jardin, etc. Là où c'est pas tout à fait comparable, c'est qu'on ne prend pas 22 mètres carrés du jardin de M. Endour. On lui a laissé construire sa maison sur ce terrain-là, il a les reculs par rapport à la limite actuelle avant cession, et on va lui permettre d'avoir implanté sa maison à un endroit qui ne serait pas le même endroit que celui qu'on aurait pu autoriser si on avait pris la cession avant. Donc c'est vraiment un problème de phasage de la négociation. Je crois qu'on ait donné de dérogation. Le recul, c'était par rapport à la limite d'avant cession. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas, qu'on soit bien clair, on n'a pas donné de dérogation sur ce permis pour le délivrer. Écoutez, je n'ai pas bien en tête, il aurait fallu que je révise ça, mais il est arrivé dans ce conseil municipal qu'on vote contre ou qu'on reporte des délibérations portant sur des cessions et des travaux notamment compensatoires. Je pense que de la compte de l'eau, M. Mallet, de mémoire, et qu'aujourd'hui les travaux sont en train de se réaliser avec la création de places publiques pour l'ensemble du hameau de Villars, et que grâce à une position forte du conseil municipal, on ait pu revenir sur des positions qui étaient négociées avec le pétitionnaire. Donc si ce soir le conseil municipal vote contre la délibération, est-ce qu'on peut retourner à la négociation? Si le conseil municipal vote contre, on sera obligé de retourner vers la négociation. C'est au conseil municipal de décider si la proposition de l'exécutif lui convient ou lui convient pas. Si elle arrive ce soir sur la table du conseil municipal, c'est que j'estime que nous sommes arrivés au bout de la négociation qui était possible avec ces personnes. Voilà. Alors si le conseil municipal va dans un sens inverse, je m'exécuterai pour écouter les demandes du conseil municipal. Voilà. Et je vous épaulerai si besoin dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas les 4 000 € qui sont importants, c'est la position et sur les futures sessions qu'on n'ait pas ce même problème à chaque fois. Je voudrais dire que cette situation va se reproduire quasiment régulièrement maintenant, parce que de plus en plus, les propriétaires ne veulent plus céder, on va pas fermer la coin d'art, mais ne veulent plus céder gratuitement la collectivité.
Merci. Très bien, on en a terminé des observations, c'est pour une décision. Vincent Scatolin propose que nous fassions l'acquisition. Passe au vote qui est contre. 1, 2, 3, 4, avec les pouvoirs. 5. Et qui s'abstient? La délibération est adoptée, ce qui nous permet de passer à la délibération numéro 8, la mise à disposition avec Enedis. Oui, c'est pour que Enedis puisse mettre en place un nouvel ouvrage le long de la rue de la Combe de l'Eau, secteur Mille-et-Mouilles, sur une superficie d'environ 15 mètres carrés. Et nous cédons ce terrain, nous mettons à disposition ce terrain pour une indemnité de 500 €. Très bien, merci. Des oppositions, pas de questions, pas d'abstention, pas d'opposition. Voilà, et la dernière délibération de ce registre-là, c'est la cession à titre onéreux consentie au profit de la société GNCF. Oui, c'est la cession de 206 mètres carrés devant le bâtiment du Bon Accueil. Vous avez remarqué qu'il faisait l'objet de travaux aujourd'hui. Il y a une terrasse qui a été réalisée à l'arrière du bâtiment. Le bâtiment sera d'ailleurs un restaurant, une brasserie qui devrait ouvrir à la fin du mois de novembre. Donc ça renforcera l'offre de restaurants sur la commune de Divonne. Le propriétaire du bâtiment, le nouveau propriétaire du bâtiment, nous a approché pour qu'on puisse lui céder une partie du terrain devant. C'est ce que nous avons fait. Nous avons obtenu l'estimation des domaines qui arrête à 200 € le mètre carré de prix du terrain, ce qui représente une cession de 41 200 € le mètre carré. C'est un prix qui sera payé en toute échéance. Et par ailleurs, nous avons constitué 2 servitudes. Une première qui permettra de passer de passer sur l'escalier qui longe en fait l'emprise du restaurant et passer de la rue de Lausanne au parc qui est situé en contrebas du Bon Accueil. Et ensuite une servitude de passage située le long de la Divonne qui permettra d'entretenir la rivière et d'accéder aux berges de la Divonne, le cas échéant s'il y a besoin d'intervention. Voilà ce qui vous est proposé ce soir, c'est donc d'approuver la cession de ces 206 mètres carrés. Ça nous permettra de payer M. Enduo. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Comment largement 10 fois. Pas de questions, pas d'opposition, tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Et la dernière délibération, il s'agit cette fois d'une convention de gestion pour l'entretien des fossés et des grilles. Tout à fait, Monsieur le maire, dans le cadre de la prise de compétence par la CCPG des eaux pluviales, au 1er janvier dernier, il se trouve que les élus ont souhaité que ce soit les services des communes qui conservent la compétence de l'entretien et des grilles à valoir et des fossés. C'est la raison pour laquelle la communauté de communes a décidé de procéder par convention avec les communes et leurs services techniques pour cet entretien, une convention valable sur 1 an. Et en ce qui concerne la ville de Divonne, les services peuvent entretenir jusqu'à un montant de 13 294 € hors taxe, donc les fossés et les grilles à valoir, ce qui correspond en fait à 40,07 km linéaires de fossés et 12 km linéaires de réseau. Au-delà de ce montant, s'il devait y avoir des interventions d'entretien des agents communaux, c'est sur justificatif que la CCPG remboursera. Très bien, pas de questions, pas de... Oui. Juste une petite coquille, c'est l'inverse. Sur la délibération que l'on a eue au point 10, c'est 40 km, c'était marqué 40 km de réseau, alors que c'est compact. C'est ça. Très bien, merci. Pas d'autres observations, pas de questions diverses. Je voudrais répéter le vote sur le point numéro 7, monsieur le maire, puisque sur la session du jour, puisque le conseil municipal avait la possibilité d'émettre un signal fort à tous les pétitionnaires concernant les sessions, ça reste à l'euro symbolique. Et ce soir, on vient d'accepter le principe de rémunérer les sessions. Je le regrette parce que c'est une question de vote de liste plutôt qu'un vote dans l'intérêt de la collectivité. Monsieur Augustin, bon, le vote est acquis, vous pouvez donner une explication de vote. Vous avez aussi le souci de Vincent Scatolin et des services, et je voudrais les en remercier et l'en féliciter, c'est d'améliorer la sécurité sur ce chemin de la Creuse, comme on le fait partout ailleurs. Je réitère ce que j'ai dit, c'est que ce sont des sujets sur lesquels on s'attendrait à ce que l'ensemble des Divonnais nous accompagnent. Je constate ici qu'on n'est pas accompagné sur ce dossier-là. Mais quand Vincent Scatolin présente cette délibération, je pense qu'il le présente avec un souci d'amélioration de la sécurité. Ça a une conséquence financière, je suis d'accord avec vous.
mais les choses sont hélas ainsi faites. Et je le redis, c'est que à force de ne penser plus qu'à soi, qu'à son mètre carré, qu'à son jardin, qu'à sa situation personnelle, en n'ayant plus aucune vision d'intérêt général, on rend nos communes ingouvernables. Et hélas, Monsieur Augustin, ça n'est pas le seul sujet. Voilà. Et c'est un regret que partage l'ensemble. Demain, je présiderai l'Assemblée générale des maires du département de l'Ain. Et je la préside depuis maintenant 5 ans, je ne sais pas exactement. Je n'entends que ça. L'impossibilité de diriger une ville. Parce que vous prenez un arrêté, vous installez un panneau, ça gêne. Parce que vous faites passer une voie de circulation, ça gêne. Parce que vous plantez un arbre, ça gêne. Et vous avez aujourd'hui des recours. Le sens du collectif dans notre pays disparaît. Et je le dis ici peut-être moins qu'ailleurs, parce que les négociations que nous menons, ça ne se passe pas si mal que ça. Alors, il y a des exceptions. Je le regrette comme vous, Monsieur Augustin. J'aurais préféré que ces 4 000 € aillent à une association d'Yvonnès. Vous pourriez d'ailleurs suggérer à celui qui recevra le paiement du trésor public que ce serait assez bien qu'il le donne au CCAS. Pas d'autres observations? Je vous remercie. Pardon, Madame Beaune. Vous avez été tellement vite, Monsieur le maire, et moi pas assez réactif. Je voulais juste vous annoncer donc l'arrivée de Madame Jessie Grisard depuis le 8 octobre dernier en qualité de responsable de la communication. Pour l'instant, donc Madame Grisard est à l'office de tourisme et elle sera intégrée à l'EPIC donc à partir du 1er janvier. Voilà. Très bien, merci. Alors, d'accord. Ah, d'accord. Oui, oui. Oui,